importantes. Mais d'abord, il est 15h42, il vient de nous rejoindre, Alexandre Aizé, pour évoquer ses perspectives de marché. Vous êtes, Alexandre, stratégiste indépendant. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous allez rendre votre verdict là, face au marché. Ce moment qu'on va vivre, ce verdict que vous allez rendre, est-ce que vous l'assumez ? Je l'assume, Guillaume. On vous écoute. Écoutez, on parle beaucoup effectivement du dollar et des dernières allocutions du président Trump, mais pour moi en tout cas, Trump n'a peur de rien. Il le montre sur le dollar. La seule chose dont il a peur, c'est les taux d'intérêt. Donald Trump n'a peur de rien à part les taux d'intérêt. Il n'a même pas peur de la baisse du dollar. Il a dit que cette baisse du dollar, en tout cas que le dollar en son état actuel, était formidable. Alors, si le dollar baisse beaucoup plus, pour le coup, ça pourrait faire remonter les taux et là, vraiment finir par lui faire peur ou pas ? Alors, tout dépend de la raison de la baisse du dollar. C'est vrai que dès le départ, quand il est arrivé au pouvoir, de toute manière, il apprenait cette baisse du dollar. Et c'est un peu la sortie un peu nécessaire des États-Unis, comme on a eu cette expérience notamment dans les années 80, avec une baisse du dollar assez régulière, mais très très importante, de l'ordre de 30%, pour refavoriser les exportations américaines. Et là, on est dans une situation où finalement Donald Trump veut cette baisse du dollar pour redynamiser l'industrie. Thierry Gill de Raymond James l'a dit tout à l'heure, ça donne un deuxième effet, on va dire, par rapport aux droits de douane. Donc c'est plutôt dans son sens. Après, le vrai talon d'Achille des États-Unis, ça reste la dette, le déficit budgétaire et surtout la charge d'intérêt. Trump, il ne faut pas négliger le fait qu'il est dans une dimension géopolitique. Il parle beaucoup, on l'a vu avec le Groenland, le Venezuela, l'Iran, mais ça... Les aspects politiques aux États-Unis, notamment pour le consommateur, sont très importants. Et les sondages montrent, en tout cas les sondages montrent que Donald Trump est à un niveau extrêmement bas en termes de satisfaction. C'est un niveau record, c'est quasiment au niveau de son premier mandat. Et il doit vraiment travailler sur le pouvoir d'achat, à la fois sur le pouvoir d'achat des consommateurs américains et aussi évidemment sur la soutenabilité de sa dette. C'est là qu'il est paradoxal, parce que la baisse du dollar là, des plus bas de 4 ans et demi, ça ne va pas aider le pouvoir d'achat des Américains. Non seulement les produits importés subissent les tarifs douaniers, mais en plus l'effet de change défavorable. Plus le dollar baisse, plus on importe à prix cher. Oui, mais la finalité de la politique de Donald Trump, c'est d'avoir de moins en moins de produits importés. En fait, toute la stratégie des États-Unis, c'est évidemment d'être le plus autonome possible. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et en même temps, il veut attirer des investisseurs de manière régulière, obliger l'investissement aux États-Unis. Donc avec un dollar un peu plus faible, effectivement, les investisseurs peuvent avoir intérêt à rentrer, en tout cas d'ici quelques mois. À l'inverse, sur les taux d'intérêt, on parle beaucoup d'immobilier. L'inflation aux États-Unis est très liée à l'immobilier et au prix du pétrole. C'est à peu près les deux blocs que voit le particulier américain. Et à la fois, il faut de la dérégulation, mais aussi il faut que les taux immobiliers baissent. Et là, évidemment, on voit que l'appui, en tout cas sur Jérôme Powell, est quand même assez important et va l'être encore ce soir. Mais c'est un jeu assez dangereux. Entre taux d'intérêt et dollars, ça peut évidemment avoir des effets sur les taux à long terme de manière très importante. Oui, alors voilà, il n'a qu'un seul adversaire, c'est les taux élevés. Il veut faire baisser les taux, c'est son objectif, Donald Trump, avec le dollar. Et ça l'a toujours été, c'est même en 2018, rappelons-nous, la guerre avec la Chine. Donc autant sur le dollar, pour l'instant, il réussit son coup, clairement, il atteint ses objectifs, autant sur les taux, pas complètement, on est à 4,22 là sur le 10 ans américain. Donc, on reste quand même dans une situation finalement assez stable, mais on voit très bien qu'à chaque fois que ça dépasse les 4,25, voire 4,30, il recule. Il l'a fait sur le Groenland il n'y a pas si longtemps. Il a vraiment... lors du Liberation Day, ça avait été exactement la même chose. Et il recule en tout cas dans sa posture agressive qu'il peut avoir, parce que on l'a vu en Europe quand on a vu le mécanisme de coercition qui pouvait être mis en place, notamment sur la vente de dette américaine, parce que ce soit les Japonais, les Européens sont largement détenteurs de dette américaine. C'est vraiment là où vous appuyez sur le bouton qui fait mal pour Donald Trump, et là on le voit se mettre en retrait. La chute du dollar, on parlera d'LVMH, promis, d'ASML, les publications dans un instant, mais la chute du dollar, pour qui est-ce une mauvaise nouvelle ? Vous dites pas pour les Américains, pas pour Donald Trump, d'accord. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la BCE, parce que l'euro qui monte, ce sera moins d'exportation ? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour nos exportateurs, Airbus, les valeurs du luxe? Mauvaise nouvelle pour les touristes américains, peut-être, qui sont en train de se demander où ils partiront en vacances l'été prochain. L'Europe coûte cher.
Pour qui est-ce une mauvaise nouvelle? Mon analyse depuis plusieurs mois, hein, c'est toujours ce que j'ai porté, c'est qu'un dollar faible, en tout cas pour les années à venir, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle pour quasiment tout le monde, même pour l'Europe, ça peut être une bonne nouvelle. Pourquoi? Alors évidemment, pour les exportations, c'est un peu délicat, mais on a vu que les droits de douane avaient déjà fait effet et que les entreprises se préparent, en tout cas se sont préparées, on parlera certainement d'LVMH, et ont une discipline de manière de plus en plus forte, mais en Europe, contrairement aux États-Unis, on a besoin d'investir énormément sur la défense. Et nous, on n'est pas du tout autonome, que ce soit en matières premières et que ce soit au niveau militaire. On a besoin d'acheter pour les 5 années à venir de manière assez massive. Donc on a besoin d'un euro fort. Pour la BCE, de la même manière, la BCE, on parle... Sur l'inflation, il y a encore beaucoup de discussions. Est-ce que la BCE peut monter ses taux, peut baisser ses taux? On a vu le président de la Banque de Lituanie parler en disant qu'on était sur en tout cas un niveau moyen, ça pouvait être des deux côtés. Si on a un euro fort, en fait, on va avoir une désinflation qui va se mettre en place et qui favorisera potentiellement, en tout cas, une BCE qui pourrait être un peu plus accommodante sur l'économie et libérer le levier du crédit. Donc pour l'Europe, c'est aussi une bonne nouvelle. Alors effectivement, sur les exportations, ça peut avoir un effet, mais je pense qu'actuellement, le vrai enjeu de l'Europe, c'est moins ses exportations que cette volonté de construire une Europe de plus en plus autonome sur l'énergie, sur la défense, et là on a besoin d'un euro fort. C'est-à-dire que pour se réindustrialiser, mieux vaut que l'euro se renforce plutôt qu'il ne s'affaiblisse. Exactement. Alors qu'aux États-Unis, il veut réindustrialiser, le dollar s'affaiblit, c'est une mauvaise nouvelle? Alors l'industrie existe déjà aux États-Unis, on voit les résultats de General Motors, etc. En fait, ils ont besoin d'exporter maintenant. C'est pas l'investissement, il se fait sur l'IA, alors c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, les entreprises industrielles américaines, là, elles ont besoin d'exporter. L'investissement n'est pas nécessaire. D'accord. Alors Alexandre, il y a notre surprise de l'année quand même, ça reste la bourse de Séoul. Guillaume, je ne sais plus à combien de jours on en est de hausse d'affilée? On en est à, je crois que sur 20 séances, on est à 18 hausses et on gagne quoi, 25% du 1er janvier. Depuis le 1er janvier. Alors le champion du moment s'appelle SK Hynix, c'est le spécialiste de la DRAM, de la mémoire vive, qui a encore passé une très belle journée, plus 5% et des très bons résultats. Bon, on a une capitalisation boursière qui devient plus importante que celle de Francfort. Ok, on a les grands acteurs, les grands équipementiers de semi-conducteurs qui sont en renfort, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça nous dit finalement, cette hausse qui paraît infinie à Séoul? Ça nous dit quand même que, de manière, une tendance long terme, c'est que les flux sont en train quand même de déserter un peu l'Europe. En tout cas, l'Europe n'est plus le centre les États-Unis l'étaient, mais la deuxième sphère financière, c'était l'Europe. Et on voit que finalement, la zone asiatique a le même poids, voire même un poids plus important en termes de croissance. C'est vrai qu'en termes de secteur, il y a Samsung aussi, effectivement, qui est un très gros poids, qui a beaucoup monté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des décotes sur les marchés émergents. Il y avait des décotes sur les marchés émergents, notamment en Asie. Et il y a eu tout un travail du président coréen quand il est arrivé. D'ailleurs, c'était dans son programme. Il avait dit, je crois, le Kospi à 5000, c'était dans son programme. Et c'est au niveau de la gouvernance, il a fait vraiment un travail essentiel. Et ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, vous avez cette décote sur les actions, les entreprises de Corée du Sud qui a diminué, voire qui n'existe plus. Donc c'est vraiment un travail à la fois sectoriel et de leur part des entreprises, évidemment, mais surtout un travail de l'État pour favoriser l'investissement étranger en promulguant une gouvernance qui était aux normes occidentales. Oui, effectivement. Et puis, c'est un marché quand même super concentré, la bourse de Séoul. Elle profite de la demande incroyable pour les puces mémoire, les cartes mémoire. Là, on en manque et c'est ces 2-3 valeurs qui, à elles seules, portent l'indice de la bourse de Séoul. Bien sûr, vous enlevez en plus les décotes, ça continue à monter. Que c'est impressionnant, effectivement. Séoul encore en hausse ce matin de quasiment 2%. Encore plus impressionnant, l'once d'or. Alors, Goldman Sachs visait $5 400 cette année pour l'once d'or. C'était sa prévision d'il y a 10 jours après. Goldman Sachs, on se disait, c'est juste pour faire parler d'eux, $5 400. À l'époque, on était à 4009. Là, on est à 5003, quasi. On est quasiment à l'objectif de Goldman Sachs pour 2026. On n'est même pas fin janvier. Oui, alors les objectifs vont certainement être rehaussés parce que finalement, il n'y a pas véritablement de prix calculable pour l'or, mais il y a de toute façon un environnement géopolitique, il y a cette dédollarisation qui est en train de se faire. Ça va à la défaveur de la baisse du dollar, de toute façon, parce que l'or en euros n'a pas une tendance haussière, mais est quand même des performances moins importantes. Donc c'est un mouvement qui va continuer. On se voit que ça ruisselle sur les autres matières premières parce qu'il y a l'argent, il y a le platine, il y a toutes ces en tout cas ces matières premières qui sont en train d'être privilégiées.
Ouais, impressionnante once d'or qui progresse encore aujourd'hui. Alexandre, merci. On voulait parler ensemble d'LVMH et ASML, mais on a passé pas mal de temps là sur les grands enjeux internationaux. On en parlera justement, évidemment, c'est les deux valeurs qu'il faut suivre aujourd'hui à Paris et en Europe, ASML et LVMH. On en parlera avec Thibaut François, il nous rejoindra dans un instant. Salut Alexandre, merci d'être passé nous voir. Merci.